Notre point de départ, deux visions de la ville. D'un côté, une métropole bouillonnante, un chaos de langues et de cultures, une jungle de béton que l'on explore comme un territoire inconnu. De l'autre, une maquette parfaite. Des tours bien alignées, des autoroutes fluides, une cité où tout a été pensé pour l'ordre et l'efficacité. Entre ces deux visions se cache l'une des plus grandes batailles intellectuelles du XXe siècle. Une bataille pour l'âme de nos villes, mais aussi une bataille contre une certaine idée du progrès. Une pensée experte et froide qui croit pouvoir redessiner la vie des gens depuis un bureau. Bienvenue dans un nouvel épisode des Aventuriers de la Pensée, une histoire en 3 actes qui nous mènera des rues enfumées du Chicago des années 20 au trottoir vibrant du New York des années 60. Acte 1, l'explorateur et le laboratoire. Notre histoire commence au début du XXe siècle, à Chicago. La ville est une créature monstrueuse et fascinante. Elle grandit à une vitesse folle, nourrie par des vagues d'immigration venues du monde entier. C'est la ville d'Al Capone et du jazz, un mélange explosif de misère et de richesse, de langue et de culture. Pour beaucoup, c'est un problème. Pour notre premier aventurier, Robert Park, c'est un laboratoire. Park n'est pas un sociologue de salon, c'est un ancien journaliste. Il a le goût du terrain. Il est fasciné par le spectacle humain. Arrivé à l'université de Chicago, il a une idée de génie. La ville n'est pas un chaos à craindre, c'est un écosystème à comprendre. Il lance alors la fameuse école de Chicago. Il envoie ses étudiants comme des explorateurs avec un seul mot d'ordre: allez vous salir les mains, observer, cartographier, raconter. Grâce à cette méthode, ils vont développer des concepts incroyablement puissants. Park parle d'écologie humaine. Pour lui, la ville est comme une forêt. Avec sa compétition pour l'espace, ses invasions et ses successions, il identifie des zones naturelles. Le quartier des affaires, le Loop, les ghettos, Little Italy, la Gold Coast des riches. Chaque quartier a sa propre culture, ses propres règles. Il forge aussi le concept d'homme marginal, cette figure de l'immigrant, pris entre deux mondes, celui qui l'a quitté et celui qui ne l'accepte pas encore pleinement. Une figure souvent tragique, mais aussi une source incroyable de créativité et d'innovation. Le travail de l'école de Chicago est une révolution. Pour la première fois, on prend au sérieux la vie des gens ordinaires dans la grande ville. Mais cette vision scientifique, en parlant de désorganisation et de zones pathologiques pour décrire les quartiers pauvres, contenait sans le vouloir le germe d'une idée dangereuse, l'idée qu'on pouvait guérir la ville. Acte 2, la tyrannie des plans. Pendant des décennies, cette idée va faire son chemin. Après la Seconde Guerre mondiale, elle devient un dogme. C'est l'âge d'or des experts, des technocrates, des planificateurs. Des hommes qui, comme l'architecte Le Corbusier, rêvent d'une ville rationnelle, lumineuse, hygiénique. Ils regardent les vieux quartiers populaires et n'y voient que des taudis, des maladies à éradiquer. Ils regardent la rue et n'y voient qu'un tube pour faire circuler des voitures le plus vite possible. C'est l'ère de la dérive technocratique. Ces urbanistes, qui ont peut-être lu les études de l'école de Chicago, en tirent des conclusions radicales. Les zones de taudis, il faut les raser. La séparation naturelle des fonctions, il faut la pousser à l'extrême. Ici on dort, là-bas on travaille, et entre les deux on met une autoroute. Le résultat, on le connaît. C'est l'échec spectaculaire des grands ensembles. Ces barres d'immeubles bien alignées, qui sur le papier étaient parfaites. Mais dans la réalité, elles sont devenues des déserts sociaux sans vie. Le rêve de l'ordre a créé l'ennui, l'isolement et l'insécurité. La connaissance experte, coupée de la réalité du terrain, a produit des monstres de béton. Acte 3, la rébellion du trottoir. Mais face à ces bulldozers, la résistance s'organise.
Une véritable armée de citoyens se lève pour défendre ces quartiers. Et cette armée va trouver sa porte-parole la plus inattendue et la plus redoutable. Pas un grand urbaniste, mais une journaliste, une mère de famille qui observe le monde depuis sa fenêtre à Greenwich Village, New York. Jane Jacobs. Son arme n'est pas un diplôme, mais ses yeux. Elle regarde la rue non pas comme un plan, mais comme une scène de théâtre vivante. Et ce qu'elle voit, elle le raconte dans son livre manifeste de 1961, Mort et vie des grandes villes américaines. C'est une déclaration de guerre à la pensée experte. Elle y développe des concepts d'une simplicité et d'une puissance redoutables. Ce que les planificateurs appellent le chaos de la rue, elle l'appelle le ballet du trottoir. Une chorégraphie quotidienne, extraordinairement complexe et subtile, faite d'interactions entre les commerçants, les passants, les enfants qui jouent. C'est ce ballet qui donne sa vie à un quartier. Et ce ballet, dit-elle, crée la sécurité. Non pas grâce à la police, mais grâce aux yeux de la rue. Le regard des habitants depuis leurs fenêtres, celui de l'épicier depuis sa porte, celui des clients en terrasse. Cette surveillance informelle et constante est bien plus efficace que toutes les patrouilles. Et Jane Jacobs ne se contente pas d'écrire. Elle mobilise. Avec des centaines d'autres habitants, elle organise des manifestations, perturbe les audiences publiques, écrit des lettres passionnées aux journaux. Elle devient le visage d'un mouvement populaire qui refuse que des experts en chambre décident de l'avenir de leur vie. L'image restera célèbre. Des mères de famille avec leurs poussettes, barrant la route aux engins de chantier. Ce n'est plus une critique théorique, c'est une bataille physique pour chaque rue, chaque parc, chaque boutique. Son combat le plus célèbre l'opposera au tout-puissant planificateur Robert Moses. Et contre toute attente, elle gagnera. Conclusion. Au terme de cette bataille, Jane Jacobs et les citoyens de Greenwich Village n'ont pas seulement sauvé un quartier. Ils ont lancé une contre-offensive intellectuelle face à la dérive technocratique. Ils ont rappelé que la première leçon de l'école de Chicago était d'observer la vie telle qu'elle est, et non telle qu'elle devrait être sur un plan. Que les véritables experts d'un lieu sont souvent ceux qui y vivent. L'aventure de la sociologie urbaine nous enseigne que les villes, comme les écoles ou n'importe quelle organisation humaine, ne sont pas des machines à optimiser, mais des écosystèmes vivants, complexes et fragiles. Et que leur âme se trouve moins dans les grands plans que dans la danse imprévisible de leurs trottoirs, défendus par des habitants devenus les véritables experts de leur propre monde. D'ici là, levez les yeux de vos cartes et observez la vie de votre rue. Et surtout, restez curieux.